Expérience et exigence, les nouvelles attentes des candidats et collaborateurs. Décryptage avec Anne de Maison, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice développement RH et transformation chez Naval Group. Nous sommes également en compagnie de Romain Herbeau, bonjour. Bonjour. Directeur de SAP Success Factors. Gauthier Rose également est là, bonjour. Bonjour. Responsable Alliance Europe, chez Blue Prism, je l'ai bien dit. On vient de voir les attentes des salariés vis-à-vis de leur employeur évoluent. Liberté quant au lieu et temps de travail, rapport hiérarchique assoupi, encore quête de bien-être au travail, celle des candidats bien sûr aussi. Mais quels outils mettre en place pour répondre à ces attentes? Anne de Maison, comme Élodie Rouaille chez BPI France, vous avez un vrai problème de riche finalement, puisque vous recrutez près d'1 millier de personnes, mais vous recevez, presque 10 fois plus, ou environ véritablement 50 000 candidatures, c'est bien ça. Pour répondre aux nouvelles exigences des candidats, quels outils, quels process avez-vous mis en place? Alors effectivement, chez Naval Group, on a la chance de beaucoup recruter parce qu'on a un challenge démographique assez important. Du coup, on s'efforce de les attirer, nos candidats, mais aussi de s'adapter à leurs attentes. Et pour s'adapter à leurs attentes, il faut changer de technologie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus de 40% de nos nouveaux collaborateurs qui ont moins de 30 ans. Ah oui. Et cela veut dire conquérir les réseaux sociaux. Ça veut dire évidemment aussi qu'on adapte les modes classiques de recrutement. Là où précédemment on avait des forums à l'ancienne, aujourd'hui on bascule dans le virtuel. Et surtout, on s'efforce d'avoir une cohérence de notre promesse employeur, c'est-à-dire que évidemment l'image de haute technologie qui est celle de Naval Group, on s'efforce de la prolonger dans le onboarding, donc concrètement la phase d'intégration et le pré-onboarding de ces candidats. On va y revenir parce qu'effectivement ça c'est important. Et pour gérer justement toutes ces candidatures, parce que certains, on l'a vu tout à l'heure, demandent des feedbacks personnalisés. Est-ce que vous êtes entouré d'outils spécifiques? Alors c'est tout l'enjeu effectivement des entreprises comme la mienne, c'est de développer des outils de plus en plus personnalisés. Il faut savoir que Naval Group reçoit chaque année 100 000 candidatures. 100 000 candidatures pour un groupe de 15 000, c'est énorme. Et force est de constater que nos suites SIRH classiques ne sont pas dimensionnées pour nous aider à démultiplier cet effort. Une équipe RH recrutement, elle n'est pas en capacité d'apporter à chaque candidat une réponse personnalisée. Et c'est là que interviennent les solutions type RPA pour nous aider à gagner en efficacité, en valeur ajoutée et surtout fidéliser les candidats qui s'adressent à nous et véhiculer une image positive de l'entreprise. Très concrètement, ça va passer. Donc très concrètement, des RPA, c'est un certain nombre de robots, un certain nombre de présentations vont être faites, qui permettent finalement de gagner du temps sur les réponses qui vont être apportées aux candidats. Et surtout, de trouver le bon curseur de la personnalisation. C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que à 100 000 candidatures, vous imaginez bien qu'on peut pas apporter manuellement une réponse pertinente à chacun. Et pour autant, c'est l'attente des candidats et c'est ce qui va faire qu'ils vont choisir peut-être de recandidater chez nous ou d'intégrer notre entreprise. Et c'est là que la différence se fait, c'est par le biais de solutions qui nous permettent à nous d'avoir notre valeur ajoutée, c'est clairement la sélection, le lien, véhiculer l'image de l'entreprise et à gagner du temps avec un certain nombre de mécanismes qui permettent d'automatiser tout ça. Alors justement, le RPA, Gauthier Rose chez Blue Prism, éditeur britannique de logiciels, vous êtes pionnier dans cette automatisation robotisée des processus. Quelle solution vous proposeriez à Naval Group ou à d'autres groupes pour permettre de gérer ces candidatures et de les gérer avec ces nouvelles attentes des collaborateurs qui sont un feedback personnalisé? Oui, alors tout d'abord, définir ce que c'est que le RPA, donc pour Robotic Process Automation. C'est la capacité pour un élément logiciel de reproduire l'ensemble des clics souris, actions clavier d'un utilisateur en face d'une interface graphique. Et donc les processus RH, mais aussi les processus finance, les processus dans un call center, finalement sont une succession d'actions devant des interfaces graphiques et souvent un enchaînement de différentes applications. Donc typiquement, là où on peut aider, c'est plutôt que d'extraire des informations manuellement à partir d'un CV lorsqu'on le reçoit pour le réencoder dans l'application RH, c'est d'utiliser une fonction de lecture par ordinateur, d'extraire automatiquement les informations, faire un certain nombre de vérifications, les insérer dans le système RH, et après, effectivement, d'envoyer des notifications aux managers qui sont concernés par cette candidature.
Et en retour, si le profil correspond, c'est de pouvoir envoyer des convocations, ou alors, lorsque le profil ne correspond pas, c'est d'envoyer un courrier personnalisé, et pourquoi pas donner un certain nombre d'explications du pourquoi la candidature n'est pas retenue. L'onboarding, ça c'est l'étape d'après, c'est finalement l'étape où on est entre candidats et collaborateurs, donc une étape absolument cruciale, vous le disiez. Et là aussi, vous avez décidé d'améliorer les choses pour atténuer un possible choc des cultures, parce que la promesse employeur, en fait, doit être à la hauteur. C'est bien ce que vous nous expliquez, Anne Daumaison. Comment vous avez fait? Alors effectivement, on a mis en place une solution de onboarding et un processus associé. L'idée, c'est que nos collaborateurs, avant même leur premier jour dans l'entreprise, ils incorporent finalement l'identité de Naval Group. Et pour cela, au-delà de leur faire gagner du temps, concrètement, parce que le processus d'intégration peut nécessiter de fournir un certain nombre de documents, très concrètement. Donc ça leur permet de gagner du temps. Donc concrètement, depuis son canapé, on peut transmettre via une plateforme tous les documents qui sont nécessaires. Mais ça permet aussi de rentrer dans l'entreprise. Et donc c'est notamment via des solutions de e-learning. Nous, on fait en sorte que depuis la plateforme de onboarding, notre futur collaborateur, il peut déjà finalement découvrir l'environnement de l'entreprise, le site qu'il va intégrer, et il va aussi rentrer en contact avec son manager. Alors évidemment, une plateforme, ça ne suffit pas, on s'appelle, ça reste valable, mais pour autant, il va aussi pouvoir accéder à du contenu sur l'équipe qu'il va intégrer, sur le produit, vous voyez ? Et c'est ça qui vraiment y a valeur ajoutée, c'est que le premier jour finalement dans l'entreprise Naval Group, il a déjà en fait incorporé tout cet environnement qui va être le sien, et puis il fait déjà partie de l'équipe avec laquelle il a pu rentrer en contact. De façon virtuelle, c'est un petit peu comme le petit qui rentre à la grande école, on lui a fait visiter l'école avant, quoi. Voilà, c'est l'idée. De façon virtuelle, bien entendu. Et pour tout ce qui est processus automatique, là aussi, vous disiez sur l'onboarding, Gauthier Rose, vous pouvez faciliter et accélérer les choses. Très clairement, avant même que l'employé ne se présente le premier jour, c'est d'avoir créé tous les accès au niveau des applications dont il aura besoin, et ceci de façon automatisée. Côté collaborateur, ça y est, on a passé l'onboarding, on arrive, le collaborateur, et chez vous, ces collaborateurs, ils sont nombreux chez vous. Aujourd'hui, ils attendent un fonctionnement un peu plus collaboratif. Ça, on l'a bien vu, et on va y revenir avec vous dans un instant, Romain. C'est une vraie révolution chez Naval Group, puisque le groupe a plus de 400 ans. Il n'y a pas encore si longtemps, c'était encore un groupe qui appartenait à l'État. Donc comment vous gérez ça? Alors effectivement, on a une transformation culturelle qui est en cours, parce que, comme je le disais, pour vous donner un ordre de grandeur, on a un groupe de 15 000 collaborateurs, et durant les 3 dernières années, on a recruté 4 500 nouveaux collaborateurs. Donc on a effectivement un changement important de culture, tout en gardant les racines du groupe qui sont très anciennes, puisque 400 ans d'histoire. Mais tout ça s'accompagne. Et notamment en termes de management, les jeunes que l'on recrute, ils attendent un mode de fonctionnement beaucoup plus collaboratif, un management qui du coup n'est pas autant hiérarchique que ce qu'avaient connu leurs pairs. Et cela, ça s'accompagne dans la durée parce que ça impacte finalement les modes de fonctionnement qui pouvaient être les nôtres il y a de cela quelques années. Donc, comment est-ce qu'on accompagne cela? C'est évidemment en se disant, c'est quoi les fondamentaux finalement qu'on attend de nos managers, mais c'est aussi comment est-ce qu'on fait en sorte, au niveau de chaque équipe, d'avoir une discussion autour des conditions de l'engagement. Donc, comment est-ce qu'on peut, nous, équipe, prendre des initiatives et puis agir sur les conditions de l'engagement. Donc les conditions de l'engagement, c'est le manager, mais c'est aussi mes collègues. Comment est-ce que j'interagis avec eux? Comment est-ce que je peux finalement faire bouger les lignes dans un cadre qui est mouvant et qui est challengeant. Donc finalement un plan pour un management un peu plus horizontal. Exactement. Chacun y contribue. C'est là-dessus que vous travaillez, Romain Herbault. Je regardais une petite étude, moins de la moitié des salariés en France jugent que leur entreprise les écoute régulièrement. Moins de la moitié et 18% seulement, et c'est là aussi que vous intervenez, déclarent que leurs entreprises transforment ces feedbacks en actions concrètes. Donc il y a encore un peu de boulot. C'est justement ce que vous proposez chez SAP, le développement de l'Human Experience Management, HXM. C'est ça? Comment ça marche? Exactement. C'est une très, très bonne question. En fait, on n'est pas allé chercher très loin. On a clairement copié ce qu'on appelle le CX, le Customer Experience. Yvan Matrin en parlait il y a quelques temps, sur, on va dire, la symétrie de l'attention. En fait, on fait juste une seule chose, on regarde l'expérience client d'un côté, et on se rend compte que les employés ont la même exigence au niveau de l'expérience employée. Candidat, onboardé, employé, voire alumni.
Donc, il y a un vœu pieux des directions d'entreprise depuis, on va dire, 15 ans, de dire on va aller dans le talent management, on va faire du human capital management. La réalité, c'est que c'est toujours très top-down quand même. Soit top-down, soit beaucoup drivé par des métiers, mais souvent les RH, personne s'intéresse à leur projet, donc c'est eux qui font les process, et ils se rendent pas compte que ça correspond pas toujours à la fois le besoin de l'IT qui lui-même a des exigences en termes de système, et puis surtout le besoin des employés. Donc, quelles sont les solutions, très concrètement, que vous proposez? Eh bien, on a pris donc une solution qui s'appelle Qualtrics, qui a été rachetée par SAP, donc qui était le leader, le numéro 1 mondial de la customer experience, et on a appliqué les mêmes méthodologies à l'employé. Donc l'idée, c'est que alors les gens se disent, basiquement d'un point de vue, on va dire employé, c'est principalement une plateforme pour récupérer du feedback. Donc d'un point de vue utilisateur, on a l'impression que c'est un questionnaire. Ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue en fait manager et d'un point de vue direction générale. Sur n'importe lequel des actions que vous allez faire en tant que RH, donc typiquement vous faites une campagne de rémunération. Ces campagnes, généralement, la direction générale va dire on a mis une poche très importante cette année là-dessus. Et en fait, quand vous prenez le feedback, vous pouvez vous rendre compte que ça a été extrêmement mal perçu. Parce qu'on l'a pas mis au bon endroit, parce que finalement on va se concentrer sur les populations jeunes alors qu'on a des gens qui ont de l'expertise et qu'il faut reskiller, upskiller, etc. Donc ça permet de capter ce feedback. Et une fois qu'on l'a capté, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir en fait avoir accès à une plateforme en tant que manager ou en tant que dirigeant qui vous permet d'une part de voir comment vous êtes positionné par rapport à vos pairs, comment vous êtes positionné par rapport aux autres parties de l'entreprise et quelles actions vous pouvez mettre en place pour améliorer cette perception. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on a pris le métier traditionnel des cabinets qui faisaient du conseil en engagement, puisqu'on faisait des enquêtes annuelles, etc. Et en fait, on l'a digitalisé et on a fait en sorte que sur n'importe quel processus, en fait, RH qui est mené, on puisse demander ce feedback. Et donc, moi, je l'utilise au quotidien. Et ce qui est très intéressant, c'est cette capacité pas seulement à récupérer le feedback, parce que 18%, vous l'avez dit vous-même, des gens ont l'impression qu'on en fait quelque chose, mais c'est comment je peux ajuster, comme on est un peu dans une société quand même d'immédiateté, du jour au lendemain, on peut avoir une crise, n'importe quelle entreprise peut être confrontée à une crise assez majeure, c'est comment je fais pour changer rapidement, et je mets en place rapidement des actions qui puissent prendre ce feedback et l'interpréter. On a la même chose sur les candidats, on a la même chose sur tout type de personnes qui interagissent. On en parle beaucoup sur les externes, je ne sais pas dans le cas de Naval, mais on a plus de 20% des entreprises aujourd'hui qui ont des employés qui ne sont pas sur leur fiche de paie. Et oui, les indépendants. Exactement. Donc comment je fais pour capter le ressenti de ces gens-là qui vont aller demain. Alors, quand on est B2B, ça peut passer. Encore, vous avez une image très bien perçue à l'externe, donc les gens vous connaissent à travers vos partenaires, etc. Mais quand on est B2C, ça peut être catastrophique. L'impact peut être catastrophique. Je veux dire, on a tous vécu des expériences en tant que candidat, je reviens dessus, dans lesquelles on fait qu'on tournera jamais dans la boutique dans laquelle on avait postulé, dans l'entreprise dans laquelle on avait postulé. Je crois qu'on l'a tous vécu. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est vraiment cette symétrie d'attention qui a un impact assez fort. Et donc, il faut être capable d'accepter de recevoir ce feedback, de le prendre et d'orienter les managers, notamment sur les actions à mettre en place pour améliorer. Et beaucoup d'entreprises américaines aujourd'hui font une chose qui est intéressante, c'est-à-dire que dans la rémunération des dirigeants et des managers, la note d'engagement devient quelque chose de majeur. On est en plein dedans chez nous, mais la note d'engagement, j'insiste, est majeure dans votre rémunération. Anne de Maison, quand vous entendez ça, est-ce que vos collaborateurs sont très demandeurs? Vous disiez, beaucoup de jeunes collaborateurs, désormais, est-ce qu'ils sont prêts à faire ces feedbacks, si tentés? Ils ont l'impression que ça serve à quelque chose. Oui, moi je crois que c'est une attente et c'est un engagement qu'ils sont tout à fait prêts à prendre. Cette culture du feedback, c'est aussi, elle s'associe à une culture de la capacité à prendre des initiatives. Ils sont très demandeurs d'avoir, on va dire, de l'autonomie dans leur travail. Et effectivement, ils attendent ce qu'on a connu il y a quelques années. On va dire, on parlait de l'environnement start-up. Voilà. Un jeune, il rentre dans une grande entreprise, Naval Group. Il en rêve parce que le produit est magnifique. Et c'est une entreprise qui est ambitieuse et attachante. Il attend, même dans une grande entreprise, d'avoir cette autonomie qui l'associe, on va dire, à un environnement start-up. Donc, c'est la capacité à agir. On doit lui faire confiance. On écoute ses feedbacks. Il peut tester des choses. Et ça, c'est assez percutant pour une entreprise, on va dire, industrielle, classique, on va dire. C'est on va dire, un impact assez fort sur cette culture que j'ai évoquée il y a quelques années. Un vrai choc des cultures, d'autant que chez Naval Group, en plus, vous avez de nouveaux métiers, finalement, qui sont intégrés. Tout à fait. On a, en particulier, une activité qui est en forte croissance, qui concerne tous les métiers du logiciel. Et là, effectivement, on a de jeunes collaborateurs. C'est le choc des cultures, quoi. Voilà, tout à fait. Donc pour vous donner quelques ordres d'idées, des data scientists, on a des experts en cybersécurité
Et effectivement, ils attendent cette culture que j'évoquais tout de suite assez fortement, et ils ont aussi des attentes en termes de mode de travail. On parlait du télétravail. Clairement, aujourd'hui, c'est un facteur de sélection des entreprises. Une entreprise qui ne propose pas de télétravail ne sera pas attractive pour ces jeunes. Et surtout, l'environnement challengeant. C'est là qu'on peut faire la différence. On le sait, sur ces profils, il y a des forts niveaux de rémunération qui sont proposés. Une entreprise comme Naval Group, elle peut faire la différence justement en offrant une capacité d'initiative, en offrant cet environnement challengeant de haute technologie, peut-être plus que là ou d'autres, des concurrents de recrutement qui peuvent se distinguer sur le salaire. Nous, ce sont d'autres leviers qu'on cherche à actionner. Vous avez parlé du télétravail. Effectivement, ça, c'est un enjeu important. On en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est aussi cette facilitation de la vie professionnelle une fois qu'on est sur place, très, très prosaïquement. Chez Blue Prism Gauthier Rose, vous développez tout ce qui tourne autour du self-service. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, considérer désormais que le collaborateur est un client et ce qu'il utilise à l'extérieur, il doit pouvoir l'utiliser si facilement à l'intérieur. Oui, donc c'est offrir cette agilité tout au long du parcours du collaborateur, aussi bien lors de son accueil, l'onboarding, mais aussi dans sa vie quotidienne, cette capacité à avoir la capacité à demander une demande d'absence, de congé paternité, maternité. Donc toutes ces demandes doivent être accessibles quel que soit l'endroit où il travaille, depuis n'importe quel outil qu'il utilise. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un smartphone. Il faut effectivement mettre à disposition ces outils. Qu'est-ce qui marche le mieux, le chatbot ? Alors le chatbot effectivement a pris de l'ampleur, notamment à la lumière de la crise, puisque du jour au lendemain, tout un ensemble de collaborateurs n'étaient plus disponibles pour répondre aux questions du quotidien. Et donc il a fallu mettre en place des systèmes intelligents pour comprendre la requête des collaborateurs et également apporter une réponse pertinente par rapport à cette question. Et le meilleur exemple, c'est celui de la Banque internationale Luxembourg, qui a mis en place un chatbot, qu'il a d'ailleurs humanisé, puisque le chatbot est capable d'adapter son attitude au travers d'un avatar en fonction du type de requête et du contenu de la requête, donc joyeux, déçu, et donc aujourd'hui 80% des demandes collaborateurs sont satisfaits par ce chatbot, ce qui permet du même coup de libérer du temps aux collaborateurs des ressources humaines pour traiter les domaines les plus complexes où il est nécessaire d'avoir un échange humain. Il faut pas oublier, c'est bien ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est ces outils-là pour faciliter, mais il faut pas oublier l'humain. Chez SAP, Romain Herbeau, l'Employee Relationship Management, c'est un petit peu la même chose, mais comment vous allez, qu'est-ce que vous proposez, comment vous allez plus loin sur ces questions-là ? En fait, le cœur du sujet, il est surtout à nouveau, on parle beaucoup de l'employé, mais en fait, ça passe beaucoup par le lien des managers et le rôle de la RH. D'accord ? Donc, quand je dis le cœur du sujet, il est sur le manager. En fait, le manager, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. S'il n'a pas les outils qui sont mis à disposition pour pouvoir engager les employés, il n'y arrivera pas. Les RH, s'ils passent leur temps à faire de l'administratif qui n'a aucune valeur ajoutée, il n'y arrivera pas non plus. Donc, en fait, la base, avant même d'aller, je dirais, sur des sujets très techno et expérience employée, c'est déjà quels outils je mets à disposition de mes managers et comment la RH peut accompagner ces managers. Donc nous, on se concentre énormément déjà sur digitaliser cette expérience manager et cette expérience RH. J'insiste, on parle de choses, enfin les RH, si on regarde en France, c'est encore 50% des tâches qui sont réalisées par les services RH qui ne sont pas à valeur ajoutée. Or, le but est quand même de faire en sorte que les RH deviennent ce qu'on appelle vraiment des HR business partners. Tant que ça, chez vous, pardon de vous couper, mais 50% qui sont... Alors, je dirais pas 50%, mais c'est un vrai enjeu. C'est encore trop, on est d'accord ? Voilà, c'est encore trop. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on est passé d'une fonction qui était très transactionnelle il y a quelques années. Là, on a gagné, on va dire, en efficacité opérationnelle. On a monté des centres de services partagés, on s'est doté d'outils, de suites, SIRH. Mais là, c'est clairement comment est-ce qu'on accélère et on passe à un positionnement stratégique. Et ce positionnement stratégique, clairement, dans la plupart de nos entreprises, il est naissant. Et plus on arrivera à automatiser tout ce qu'on citait précédemment, plus on aura justement la place pour gagner sur ce conseil en aide, tout simplement, aide à la décision, accompagnement de proximité aussi de nos collaborateurs. Je vais vous donner un exemple très concret, mais moi j'ai vécu les deux vies. J'ai vécu la vie de start-upper et j'ai vécu la vie dans un grand groupe. Je fais 100 fois mieux mon métier de manager aujourd'hui que je ne l'ai fait en tant que dans la start-up.
La start-up parce que la start-up était remplie de biais et j'avais aucun outil pour les gérer. D'accord. Tout était rempli de biais. Dans le grand groupe, en fait, quand vous faites une campagne de rémunération, il n'y a aucun biais. Je l'ai fait en 1 heure et on l'a fait sur 110 000 collaborateurs en 1 semaine. Non, mais dans la start-up, on la faisait en 1 an, puisque de toute façon, à chaque fois qu'il y avait un problème, ça remontait vers un de mes associés, etc., etc. On en passait des heures. On créait des biais parce qu'il y en avait un qui voulait démissionner, on faisait pas attention, etc., etc. Dans les grands groupes, l'expérience employée, et donc on en parlait tout à l'heure, est beaucoup plus impactante que dans la start-up. Très clairement. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup en ce moment. Je sais pas si vous avez vu des biais qu'il y a dans le monde de la start-up. Ça ressort énormément. Alors, Pardon, mais qu'est-ce que vous appelez un biais? Un biais, c'est des erreurs de décision managériale basées sur des décisions non rationnelles. D'accord. Un biais, c'est vraiment... C'est ce que je comprenais. C'est bien parce que dans la start-up, il y a plus de proximité. Et il n'y a pas d'outils. Ouais. En fait, parce que vous réfléchissez à une politique de rémunération quand vous atteignez une certaine taille. Vous réfléchissez à une politique de ce qu'on appelle de succession, donc qui vont être les futurs successeurs quand on atteint une certaine taille. Dans les startups, on parle d'immédiateté, mais l'immédiateté fait faire pas mal d'erreurs. Mais ce que recherche, d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que recherchent les jeunes aujourd'hui dans les grands groupes, ils ont cette image du grand groupe qui n'avance pas. Or, dans les grands groupes, ce qu'on recherche, c'est des gens qui font avancer les choses. Donc finalement, on cherche exactement le même type de profil. Il faut juste casser cette image. Parce que finalement, en start-up, on vous demande de prendre des décisions toute la journée. Et en grand groupe, on vous demande la même chose. Sauf que finalement, on se dit, les grands groupes, on n'y arrivera pas. Ce qui est, de mon expérience très personnelle, dans un groupe de 110 000 personnes, complètement faux. Parce que vous êtes aussi peut-être sur un métier particulier. On n'est pas forcément dans le même métier quand on est sur une entreprise très industrielle. Mais je critique pas. Non, il n'y a pas de critique, mais je pense que il y a ce message de quand même donner aux générations. Il y a 5 ou 6 générations maintenant d'entreprise, mais donner ce message que on attend la même exigence en termes de faire avancer les décisions. Et d'ailleurs, peut-être que c'est ça aussi que vous devez gérer, et j'y pense là en discutant avec vous. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de choc des générations. J'imagine que certains collaborateurs de 50 ans ont autant envie que ça change, et autant envie de bouger que ceux qui arrivent et qui ont 27 ans. Oui, je vous rassure, je pense que... Non, mais parce que parfois, en s'entendant parler, on peut dire qu'il y a les vieux d'un côté qui veulent plus bouger et puis les jeunes qui veulent tout faire bouger. Non, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Après, on a aussi une autre préoccupation dans notre entreprise, donc industrielle, c'est de pas avoir une entreprise à 2 vitesses, notamment entre nos populations col bleu et col blanc. Et ça, c'est un sujet qui est très important pour nous, puisqu'on est une entreprise de production, on fabrique des sous-marins et des bateaux, et c'est d'arriver à agir sur les 2 tableaux de façon équilibrée et cohérente. Et ça, c'est pas évident, parce que tous nos collaborateurs n'ont pas un ordinateur en propre, on a des bornes, donc on voit bien quand on aborde ces sujets-là de RPA ou d'engagement, que c'est très important de penser une solution globale et adaptée au contexte de l'entreprise, et donc y compris au pied des ateliers. Et je pense que la grande différence, elle est là. Dans ce que vous disiez entre le monde industriel et le monde, on va dire, du software, par exemple, c'est que vous avez une population de col bleu à gérer qui va plus vite, qui utilise son smartphone tous les jours. Donc il faut réfléchir avec ces gens-là, mais qui n'ont pas obligatoirement d'adresse mail, par exemple. Exactement. Et très rapidement, pour terminer, justement, ça m'amène à la gestion des talents en interne. Là aussi, il y a beaucoup de demandes parce que les carrières sont plus courtes. Aujourd'hui, les gens, même si chez vous, il y a un turnover qui est moins important, parce que vous avez cette visibilité longue, quand est-ce que vous devez les fournir, les sous-marins australiens, là? Alors, c'est vrai qu'on a un cycle de vie qui est complètement atypique, puisque, un cycle de vie de nos produits, ça peut être 50 ans, de la construction jusqu'à la maintenance. On a un peu plus de temps. Mais j'imagine quand même qu'il y a un peu plus de visibilité, mais il y a quand même des gens qui ont envie de bouger très rapidement. Comment vous gérez ça aujourd'hui? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué pour nous, parce qu'en fait, sur beaucoup de nos métiers, il y a un temps long d'acquisition qui est important. Donc, concrètement, je prends un coquier. Chez nous, on a vraiment des compétences rares et qui sont essentielles à la fabrication de nos produits. Un coquier pour être vraiment en capacité. Le coquier, il fait quoi? Donc, concrètement, une coque de. Oui, d'accord. Une coque de sous-marin. Donc, il va intervenir pour assembler, des éléments des matériaux lourds qui servent au revêtement, on va dire, pour faire simple, des sous-marins. Pour être vraiment en situation de maîtrise ou d'expertise, il faut une dizaine d'années, vous voyez. Ah oui. Donc, effectivement, on doit gérer la complexité, la haute technologie de nos produits, d'une part, et ces temps longs d'acquisition, et d'autre part, le temps qui a tendance à se resserrer des attentes de nos collaborateurs. Donc, comment est-ce qu'on le gère? D'une part, on essaie de jouer sur les temps d'acquisition des compétences. Aujourd'hui, en étant beaucoup plus en amont sur la formation initiale, en agissant via des chantiers écoles ou ce qu'on appelle nous du matelotage, c'est-à-dire du compagnonnage, on arrive finalement à se dire, on va acquérir la compétence plus vite.
D'accord. Donc ça, c'est un aspect important. Et l'autre aspect, ce sont les parcours, c'est-à-dire qu'on dit à nos collaborateurs, on vous propose des perspectives de l'évolution professionnelle. Vous rentrez chez nous à tel poste, mais on vous projette beaucoup plus loin et on vous accompagne au fur et à mesure que vous resterez chez nous. Et effectivement, nous, on a la chance d'avoir des collaborateurs qui restent chez Naval Group, et c'est une chance. Mais pour autant, on est très attentif à justement la fidélisation et l'évolution du turnover, parce que on est bien conscient qu'il y a des attentes qui changent parmi les jeunes notamment. Et voilà, et oui, les jeunes qui bousculent un petit peu tout. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage passionnant. Anne Daumaison, directrice développement RH et transformation chez Naval Group. Merci beaucoup pour vos propositions à tous les deux. Gauthier Rose, responsable à l'Alliance Europe chez Blue Prism, et Romain Herbeau, directeur de SAP Success Factors. Restez dans un instant, on retrouve Yvan Matraire de Deloitte pour une petite conclusion.